Bonjour à tous et bienvenue au point de marché du matin Good Morning CAC 40. Nous sommes lundi le 19 mai. Les marchés boursiers sont stables. Toutefois, nous avons quand même des hésitations une hésitation sur les bourses européennes. Je vois l'euro-dollar rebondir de nouveau sur le support que nous avons travaillé jeudi et un petit peu vendredi également. Si vous avez lu mon analyse rédigée sur le site, donc si vous avez fait vos devoirs avant cette session de trading, vous avez donc pris connaissance de mon sentiment sur l'euro-dollar en ce moment. Et ça veut dire que vous pensez comme moi que l'euro-dollar peut rebondir. Il est tout à fait capable de rebondir. A priori, tant qu'il tient cette semaine et surtout dans les prochaines séances avec la réunion, le procès verbal de la dernière réunion du FOMC demain soir, eh bien, s'il tient les 1,3640, surtout, il pourrait techniquement parlant rebondir et ce pour dépasser les 1,3730 résistance jusqu'ici pour aller chercher les 1,38 voire même plus. Alors il y a des conditions pour un tel scénario et donc je vais vous détailler justement ces conditions. Je vais vous détailler mes attentes sur la paire euro-dollar. J'ai étudié donc cette paire hier soir en profondeur on va dire. Et donc c'est le marché ce matin que je sens le plus. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas parler des indices boursiers et des métaux précieux. C'est juste, voilà, a priori, en fait, les métaux sont neutres. Et ce depuis un moment. Il va y avoir probablement, je pense, ou j'espère, un décalage demain avec le procès verbal du FOMC. Et pour les indices boursiers, eh bien, je pense que je vais adopter quand même un biais plutôt négatif. Plus bearish que bullish, mais à vrai dire ça tient. Donc il y a quand même des résistances qui tiennent jusqu'ici, qui ont donc tenu en clôture hebdomadaire sur les indices américains vendredi. Et donc je pars du principe que les indices boursiers ont clôturé la semaine dernière sous résistance. Il nous manque justement la force d'aller plus haut jusqu'ici, et donc sous ces résistances, je pense qu'effectivement, il est tout à fait possible de voir une correction baissière sur les indices boursiers. Donc, je vous dis que je suis plus bearish que bullish au niveau actuel. Mais j'aimerais voir en fait le price action, l'évolution du marché déjà pour voir si on casse réellement des supports ou pas cette semaine. Alors, avant de voir tout cela, comme d'habitude, l'avertissement sur les risques liés au trading. Tout simplement, cet avertissement vous dit que les informations durant ce webinaire ne constituent en aucun cas des conseils d'investissement. Donc, soyez conscient, des risques que vous avez sur le marché des changes, lorsque vous tradez également les produits CFD, des trackers, des varants ou autres. Ce sont des produits à effet de levier et donc des produits avec un risque non négligeable, même élevé. Et donc si vous êtes en train de trader les marchés avec un compte de trading en réel, ça veut dire a priori que vous avez accepté justement ce risque. C'est-à-dire que vous avez accepté à un moment donné, d'avoir un appel de marge et de tout perdre. Parce que ça peut arriver. Et pour justement éviter que cela vous arrive, on met des stops de protection, on limite justement ce levier sur la plateforme d'FXM. Par exemple, vous pouvez trader avec des mini lots, donc c'est pour vous donner encore plus de marge sur les marchés. Et donc c'est à vous de voir pour la gestion tout simplement du risque sur les marchés. Donc j'aimerais que tout le monde comprenne cela. Donc on va enchaîner avec les marchés boursiers. Vous voyez le titre déjà, l'euro-dollar. L'euro tient son support critique à 1,3640,70. Nouveau rebond prévu. Alors pourquoi en fait je parle maintenant des 1,3640,70? C'est une zone de 30 points. C'est parce que hier, en reprenant mon graphique journalier de l'euro-dollar, donc ici, j'ai constaté que nous avons, quand on prend des Fibonacci en fait depuis les derniers creux, donc en 2013 et 2014, on constate que nous avons quand même des conjugaisons de niveau de Fibonacci, notamment entre donc les 1,3640 et 70. Vous avez donc 3 Fibonacci que j'ai tracés depuis les plus bas de je crois d'août 2013, ou non plutôt septembre 2013, les plus bas
d'octobre 2013 ou novembre, juste après donc la baisse des taux de la BCE, donc c'était je crois le 6 novembre ou 7 novembre. Ensuite le creux de février, et vous constatez qu'il y a 3 niveaux de Fibonacci, donc 38,2, 50 et 61,8 dans cette zone ici. Alors j'ai également changé un petit peu mon graphique de l'euro-dollar. Vous savez, en fait, ces dernières semaines, j'ai toujours gardé une moyenne mobile simple à 120 jours que vous pouvez donc trouver dans mes précédentes analyses. J'ai repris cette moyenne mobile et j'ai mis donc une moyenne mobile lissée sur la plateforme d'FXM, c'est la SMMA, à 85 périodes sur le graphique journalier. Et je trouve que cette moyenne mobile fonctionne pas mal aussi. Alors, je ne cherchais pas forcément une moyenne mobile qui faisait office de support sur le bas de jeudi. Je pense déjà à l'été. Hein. Eh bien, je pense que cette moyenne mobile colle un peu mieux au cours que celle que j'utilisais avant. Voilà, a priori, nous avons un support de taille, un support robuste entre les 1,3640 et 70. Et vous avez une résistance, également une conjugaison de Fibonacci à 1,37, entre 1,3725 et 35 points. Déjà, vous voyez que c'était une résistance établie la semaine dernière. C'est là où justement se trouve ma moyenne mobile à 120 jours. Résistance ici, support ici. Nous sommes tout simplement dans une zone critique où vous avez vu vendredi, en fait, nous avons eu donc un échec de l'euro-dollar sous cette résistance, mais derrière le support, en fait, on reste quand même au-dessus du support. Ce qu'il faut retenir ici, et ce que je dis à la fin de mon analyse, c'est que, voilà, techniquement parlant, l'euro-dollar nous a toujours réservé une dernière surprise alors que l'on croyait que le marché avait amorcé une grande phase de baisse. Donc ça veut dire que tant que l'euro-dollar tient le bas de son range, on va dire, il peut techniquement parlant aller chercher le haut du range. C'est-à-dire, il peut techniquement parlant revenir sous les 1,3950, voire même tester proprement les 1,40 enfin. Ça ne veut pas dire que je suis bullish sur l'euro-dollar, c'est juste jusqu'ici, le dollar, lui, reste baissier, l'euro sous pression. En fait, le résultat ici, donc depuis 4 mois, depuis le début de l'année, sur l'euro-dollar, nous sommes plutôt en fait dans une zone de neutralité parce qu'on parle de deux devises qui sous-performent. L'euro qui sous-performe à cause donc des attentes vis-à-vis de la BCE qui nous a dit justement en mai qu'elle envisageait peut-être, ou c'est une possibilité plutôt, d'abaisser de nouveau le taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne. Alors justement, il y avait Peter Praet, donc, qui fait partie du directoire de la BCE, qui, d'après le magazine Der Spiegel hier, pense que la BCE devrait baisser son taux de refinancement de 15 points de base, donc de 0,25 à 0,10 en juin. Alors, justement, je pense que les attentes peuvent s'établir justement vers cette zone. C'est-à-dire que normalement, la BCE, quand elle agit sur ses taux, c'est une baisse ou une hausse de 25 points de base. Alors, elle pourrait justement opter pour une baisse limitée des taux, mais quand même une baisse quand même. Et je pense que ça représente un facteur bullish pour l'euro-dollar. Je m'explique. Normalement, quand on dit voilà, la BCE va baisser ses taux, l'euro-dollar va baisser. Parce que justement, c'est normal d'avoir une devise, donc l'euro qui sous-performe lorsque l'on parle d'une baisse des taux. Or, je pense qu'ici, nous sommes dans un contexte où nous avons un risque de déflation, comme vous le savez, où nous avons donc une inflation faible, en zone euro, une désinflation, ça s'appelle une désinflation. Et je pense que les marchés cherchent plutôt, les opérateurs cherchent plutôt des mesures non conventionnelles, excuse-moi. Donc c'est-à-dire un taux de dépôt négatif, par exemple, ou bien un programme d'assouplissement vraiment où la Banque centrale achète des actifs bancaires tout simplement, comme Jens Weidmann de la Bundesbank a laissé savoir il y a un mois. Je pense qu'une baisse donc des taux de l'ordre de 10 points de base, ça représente pas grand chose. C'est quand même une baisse des taux, ça donne un petit peu plus de, on va dire, de soutien à l'économie européenne, mais voilà.
c'est pas forcément une politique très agressive. Donc, je pense qu'il est possible de voir l'euro-dollar rebondir, notamment parce que, encore une fois, le dollar, lui, reste baissier. Il reste baissier depuis le début de l'année à cause du ralentissement économique aux États-Unis, avec donc la baisse des taux à 10 ans et 30 ans aux États-Unis, parce que justement, nous avons des incertitudes quant à la santé de l'économie américaine en ce moment. Je ne sais pas si nous avons un infléchissement justement de la conjoncture aux États-Unis. Je pense pas personnellement. Ce sera quelque chose à voir et ça c'est la raison pour laquelle, très honnêtement, je pense que entre l'euro-dollar, l'euro comme devise, qui est donc impacté par les spéculations vis-à-vis de la BCE, et avec la BCE qui devrait à mon sens agir de nouveau si l'inflation reste molle. Et avec le dollar US qui lui sous-performe parce que justement l'hiver était un peu dur au premier trimestre et donc ça a impacté justement l'activité économique. Moi je pense que cet impact est jusqu'ici temporaire aux États-Unis. Donc si dans les prochaines séances, dans les prochaines semaines, nous voyons tout simplement de bonnes statistiques, notamment du marché de l'immobilier aux États-Unis, on pourrait par la suite avoir peut-être une raison fondamentale pour acheter le dollar US. Si les marchés commencent à se dire finalement nous avons exagéré justement le risque de récession, enfin de ralentissement, mais surtout si on parle de ralentissement, ensuite on parle des craintes sur une récession aux États-Unis, et bien si les marchés écartent justement cette possibilité, le dollar US devrait en bénéficier. Comme je vous ai dit, techniquement parlant, vous voyez donc le dollar index ici, il est proche, il a rebondi déjà sur ses plus bas d'octobre dernier. C'est un niveau très important, donc à 10 370 points, comme vous le savez, sur le FXCM Dow Jones US Dollar Index. S'il arrive à tenir cette zone, donc ce support en mai, lors peut-être d'un deuxième test, il pourrait techniquement parlant établir un creux majeur, donc ce sera le point haut de l'euro-dollar enfin, et le rallye du dollar US. Jusqu'ici, donc, nous n'avons eu aucun rallye du dollar US. Je pense qu'en fait, le rebond du dollar index ici est plutôt la baisse de l'euro déjà. Donc, quand vous regardez l'euro-dollar, c'est surtout la baisse de l'euro qui explique donc le rebond donc, du dollar index. Et cette baisse semble jusqu'ici légitime, mais techniquement parlant, je pense qu'il est tout à fait capable de, il est tout à fait possible de voir l'euro-dollar encore une fois dépasser les 1,3730 pour aller chercher les 1,38 cette semaine. Donc, si vous êtes vendeur, donc vous avez un billet fondamental sur l'euro-dollar comme moi, alors vous constatez que j'ai toujours cette moyenne mobile à 120 jours, donc je vais l'enlever. Alors si vous êtes toujours vendeur ou vendeuse de l'euro-dollar parce que vous pensez que les fondamentaux plaident en faveur, comme moi, dans la durée, d'une dépréciation de l'euro-dollar, je pense qu'il faudra attendre un petit peu. Je dis bien que je pense également que l'euro-dollar va se déprécier dans le temps, mais je pense également qu'il peut rebondir avant cela. Donc ça veut dire que si vous voyez l'euro-dollar prendre 100 points cette semaine, ne me dites pas Adrien ou Dailyfix vous êtes nul, vous êtes mauvais parce que vous étiez vendeur de l'euro-dollar. Non, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, Nicolas il était le premier à acheter l'euro-dollar. Moi-même maintenant je vois que le support tient. Et donc je pense qu'il est tout à fait possible d'aller plus haut. Alors force est de constater que ceux qui regardent les graphiques intraday, ils voient une espèce d'épaule tête épaule inversée. J'aime pas de telle configuration, comme vous le savez, je ne suis pas quelqu'un qui spécule avec une épaule tête épaule inversée, mais quand même je pense qu'il est tout à fait possible d'avoir une confirmation de cette figure donc chartiste, donc une cassure tout simplement des 1,3730. Ça vous donne, selon l'épaule tête épaule, deux objectifs. Donc selon les objectifs théoriques de l'épaule tête épaule, soit vous visez rapidement donc quelques points en prenant donc la taille de l'épaule de cette configuration, vous rapportez donc la taille de l'épaule et vous avez un objectif à 1,3750.
Bon, déjà c'est un objectif donc pas très agressif, mais un objectif quand même. Et ensuite vous prenez la tête. Alors je vais réduire justement la taille. Et vous avez un objectif plus haut, 1,37, 80, 90. Donc déjà en fait je pense que si nous avons un rallye de l'euro-dollar en ce début de semaine, je vous ai déjà dit qu'on peut aller chercher les 1,38. Et donc ce sera l'objectif de la tête de l'épaule tête épaule. Donc voilà pour l'euro-dollar, c'est la paire que peut-être je sens le plus en ce moment, sachant que il s'agit d'un range et en fait on a tenu le bas du range et là en fait on a ouvert hier soir avec une petite faiblesse, mais on a tenu donc un support intermédiaire à 1,3685. Donc on a tradé. Donc ça veut dire que là on rebondit. Je ne sais pas si nous avons réellement un environnement de trading qui nous donnera un breakout sur l'euro-dollar. Parce que quand je viens sur notre site d'internet ce matin, je regarde notre calendrier économique et je vois pas grand chose. Pas grand chose avant demain. Donc voilà, il n'y a vraiment rien du tout attendu aujourd'hui en zone euro ni aux États-Unis. Il y a donc la production de la construction en zone euro, mais très honnêtement, on s'en fiche. Ensuite, il y a un discours d'un membre donc de la Fed. Bon, en fait, il y a pas mal de discours des membres de la Fed, justement, des officiels de la Fed cette semaine. Mais je pense qu'en fait, le vrai mouvement sur les marchés va être plutôt demain, avec les prix à la production en Allemagne. Bon, faible importance pour moi. L'inflation, donc les prix à la consommation au Royaume-Uni, ça c'est très important. Et alors c'est peut-être pas demain le FOMC, donc c'est mercredi. Donc je me suis trompé, c'est mercredi pour la réunion de FOMC. Donc en fait pour le dollar US, il n'y a pas grand-chose comme vous le voyez avant mercredi. Ça veut dire que toute évolution de l'euro-dollar, ça peut être donc juste des arbitrages sur le court terme, excuse-moi. Si nous avons un rallye de l'euro-dollar, donc des cassures de résistance, ça pourrait être avec quelque chose qui ne figure pas sur notre calendrier économique. Ça veut dire que peut-être un officiel de la BCE pourrait dire quelque chose qui entraînerait donc un rallye de l'euro-dollar. Donc voilà, ce serait pas forcément des événements sur le calendrier économique. Ça c'est la raison pour laquelle si vous souhaitez acheter l'euro-dollar, personnellement je pense que c'est sur repli et pas sur breakout. Mais une configuration technique comme cela, ça peut vous donner quand même un signal de trading si on dépasse les 1,3730. L'importance en fait par contre c'est, je pense, d'attendre qu'on clôture au-dessus des 1,3730 en cours de clôture journalier. Parce que je vois quand même des résistances en intraday avant les 1,3790. Donc ça c'est la raison pour laquelle personnellement je ne jouerai pas l'euro-dollar à la hausse lors des breakouts. Parce que vous n'avez pas de statistiques avant mercredi pour la paire euro-dollar. Alors qu'en est-il des autres paires en dollars? GBP USD, je suis neutre. Il y a une petite résistance, donc aujourd'hui vers les 68,30. D'ailleurs, je me demande si l'euro-dollar devait rebondir. Je me demande si l'euro GBP va enfin peut-être rebondir. Alors, j'ai envie de dire non, parce que la semaine dernière, nous avons donc cassé cette zone de soutien vers les 80, 50, 70. Donc surveiller justement cette même zone cette semaine pour peut-être, donc si l'euro-dollar devait rester faible, surtout s'il devait repartir à la baisse et casser donc les 1,36, 40, 70, et bien l'euro GBP il restera sous les 81,70 et donc ce sera une configuration à vendre. Donc déjà on peut dire en données hebdomadaires que peut-être c'est un pullback sur sur ces niveaux de Fibonacci qui faisait office de support. Maintenant peut-être une résistance, donc à surveiller l'euro GBP pour une vente si l'on reste sous les 81,70 cette semaine. Donc c'est cette semaine, donc ça veut dire que vous avez 5 séances devant vous. Cette paire de devises adore faire des mèches, donc attention si l'on revient au-dessus des 86,70, il faudra par la suite voir comment on clôture à la fin de cette semaine. Bref,
l'inflation remis demain va jouer sur cette paire de devises. Et donc j'aimerais en fait plutôt revenir sur la livre sterling demain. Qu'en est-il du dollar australien? Lui, il est faible, mais ça, il reste quand même dans une dynamique haussière, alors que le dollar US, lui, est dans une dynamique baissière. Vous avez un support à 93,30 à exploiter si vous recherchez justement une position acheteuse de nouveau sur l'AUD-USD. Donc cette zone a été travaillée, ce niveau, donc les 93,30 a été travaillé pas mal de fois la semaine dernière. Et maintenant, notre ligne de tendance coupe aux alentours de ce prix avec la moyenne mobile à 20 jours à 93,18. Donc vous avez quand même une zone de soutien. Vous avez plus de support selon ce que je vois que de résistance. Donc ça veut dire que je maintiendrai quand même un billet haussier au-dessus des 93. Donc sachez qu'on peut quand même mêcher jusqu'à 93 avant de rebondir de nouveau. Au-dessus des 93, moi je reste haussier. Voilà. Et donc vous avez donc l'idée de trading daily fix de la semaine dernière, vendredi déjà. Achat au-dessus des 93, stop sous les 92, 90. Take profit 93,90, take profit 2 94,30 et take profit 3, donc troisième objectif 95,20. Donc les trois objectifs sont ici, la résistance établie la semaine dernière, ici la résistance établie en avril et ensuite plus haut, c'est une résistance plus haut donc établie en novembre, depuis septembre 2013, en septembre et en novembre. Donc voilà pour la stratégie d'achat de l'AUD-USD. Vous tradez dans le sens de la tendance. Vous n'avez pas besoin jusqu'ici de vous poser la question est-ce que, par exemple sur l'euro-dollar, on ne sait pas si on va casser le support ou pas, alors que la baisse elle était quand même brutale ces 2 dernières semaines. L'AUD en fait, lui, ne baisse pas. Vous voyez que c'est un range. Donc, je reste haussier. Au-dessus des 93, je reste haussier si on devait invalider justement cette configuration avec une clôture en dessous des 93, en dessous de la moyenne mobile à 20 jours. On passera peut-être vendeur finalement sur signal pour viser rapidement des 92,10. Mais bon, voilà. Déjà, ceux qui nous ont suivis à l'achat, donc 25 derniers mois, vos stops sont remontés pour justement verrouiller des gains. J'ai encaissé, donc j'avais une position de 5 lots prise à 92,04. J'ai donc coupé 3 lots avec 141 pips de gain la semaine dernière en voyant justement la faiblesse de la AUD-USD. Et ensuite j'ai remonté le stop à 92,85. Ça veut dire que si l'on devait casser le support, je prends justement les gains sur le solde. Et voilà. Mais je pense que je serai quand même tenté par un renfort au-dessus des 93,20. Donc je vais essayer justement d'attraper une mèche quelque part ici, si tout va bien, pour justement jouer la suite dans cette tendance haussière. Et jusqu'à ce que le dollar index, lui, arrive sur support. Et ensuite je couperai, je pense, toutes les positions acheteuses à ce moment-là. LZD-USD, il est neutre, toutefois officiellement il est au-dessus de sa moyenne mobile à 20 jours. Donc voilà, vous avez un support qui tient jusqu'ici, peut rebondir à 86,30. Mais je suis neutre parce qu'en fait, soit il rebondit, il va aller chercher des résistances, donc ça me donnerait envie de vendre potentiellement à terme, soit il casse le support, auquel cas il retombe vers le support ici à 85,30. Donc voilà, il faudra vraiment surveiller. Il faudra un chandelier justement, soit de baisse en dessous des 86,20 ou bien un chandelier de retournement en données journalières ou bien même un chandelier d'indécision. Ça me donnerait plus envie, je pense, d'acheter si on voit par exemple un doji aujourd'hui, quelque chose comme ça. Mais voilà, je suis complètement neutre sur cette paire de devises parce que justement le marché ne fait pas grand chose. Le ZCAD, attention, vendredi je vous ai dit que là on travaille un support de taille avec cette ligne de tendance. Nous sommes donc en train, alors pas tout à fait, nous sommes en train de revenir dessus. Ça se trouve à 0,840 désormais. Au-dessus des 0,840, sachez que techniquement parlant, on pourrait repartir à la hausse. Je vous ai dit qu'il faudra officiellement dépasser les 0,92030. Pour justement sortir de cette dynamique baissière sur le moyen terme ici, court terme, moyen terme, je sais pas en fait ça
c'est en place depuis maintenant quasiment 2 mois, donc je dirais moyen terme plutôt. Et donc voilà, surveiller donc soit la cassure de ce support ici, auquel cas la baisse se poursuit, auquel cas on visera à la baisse la moyenne mobile à 200 jours à 0,722, qui se trouve d'ailleurs sur le niveau de Fibonacci à 50% de toute la progression entre le plus bas de septembre 2013 et les plus hauts de 2014 jusqu'ici. Donc voilà, pour le ZCAD, nous avons une zone critique, soit on rebondit dessus, et par la suite on repart à la hausse, avec un rallye du dollar américain, ou bien on casse ce support et on retombe vers ce support ici. Donc surveiller le breakout. Je pense que sur cette paire de devises, je pense la stratégie, ce serait plutôt une stratégie de breakout effectivement. Soit vous shortez sur cassure du support, soit vous constatez déjà une réaction haussière. Peut-être à ce moment-là, vous prenez une petite position spéculative à l'achat avec un stop sous les 0,840. Comme ça, si par la suite, si le marché repart à la hausse au-dessus de cette ligne de tendance majeure, et bien une fois qu'il dépassera par la suite les 0,92030, vous entrez le reste de votre position par la suite et vous jouez donc la hausse qui s'établirait par la suite. Donc voilà. Donc stratégie de breakout sur le ZCAD à surveiller pour les séances à venir. Les indices boursiers maintenant. Le FRA 40, lui, c'est là où justement je suis complètement indécis parce que justement le marché, lui, il est neutre. Mais on a fait quand même un marteau sur le chandelier journalier vendredi dernier. C'est pas la première fois, attention. C'est pas du tout la première fois qu'on voit un marteau sur le FRA 40 au niveau actuel. Je parle bien du 5 mai, on a fait un marteau ici, énorme, et pourtant on peine quand même à, justement d'aller plus haut. Donc en l'occurrence, en fait, ce qui m'intéresse le plus sur les marchés boursiers, sur les indices boursiers, c'est donc la clôture du S&P 500, qui lui, donc après avoir fait de nouveaux plus hauts historiques la semaine dernière à 1900 points, à clôturer avec un doji sous résistance. Donc en l'occurrence, moi je vois l'indécision sur le marché boursier, où je vois un S&P 500 qui reste haussier sur le long terme, mais un S&P 500 qui manque justement de conviction pour aller plus haut, qui clôture sous résistance. Je me dis bien que au niveau actuel, il y a plus de probabilité, je pense il y a plus de marge à la baisse qu'à la hausse. Donc voilà. D'ailleurs, il est à rappeler que dans nos prévisions trimestrielles du deuxième trimestre, que Vincent Gann et moi avons rédigé au début du trimestre, fin mars, j'avais écrit sur le S&P 500 comme quoi l'indice boursier pouvait aller chercher les 1900 points au deuxième trimestre, mais il manquera probablement justement la force d'aller plus haut, c'est-à-dire de maintenir les gains. Bon, je dis ça pas pour vous dire voilà j'ai eu raison, mes prévisions s'avèrent être vraies. C'est pas du tout ça en fait. C'est pour vous dire effectivement, lorsque l'on voit les indices boursiers aux États-Unis, donc le Dow Jones et le S&P 500 en l'occurrence, quand ces deux indices font de nouveaux plus hauts historiques, chaque fois quand même on manque de conviction. Donc voilà, nous sommes sous cette résistance depuis mars, nous sommes en mai. J'ai pas du tout envie de dire que voilà sell in May and go away, parce que déjà nous avons fait plus que la moitié du mois, donc ça veut dire que c'est un peu tardif, hein. Il fait beau ce pari par contre, donc ça va peut-être pas tarder, le temps que les gérants prennent leurs vacances, ils réservent les billets de train et tout. Bref, je vois une résistance, ça me donne pas du tout envie d'acheter le S&P 500. C'est quand même l'indécision ici, donc en fait c'est un peu un pari. Soit vous pensez que voilà la tendance haussière elle est quand même en place depuis longtemps, donc en fait on va casser cette résistance et on va poursuivre la tendance haussière, ou bien vous êtes comme moi et vous dites je pense que le marché manque un peu de conviction, manque un peu de force justement pour casser ces résistances jusqu'ici, et donc en fait je préfère plutôt vendre les rebonds. Donc chacun son avis, chacun sa stratégie. Je sais juste qu'en fait, moi j'ai plus envie de vendre que d'acheter, mais en même temps, j'aimerais voir réellement ce qu'on fait cette semaine. Soit on repart direct à la baisse
cette semaine, auquel cas on va dire qu'effectivement on risque de faire un point haut sur les indices boursiers. Je vous rappelle encore une fois, et je vais vous rappeler de cela chaque jour jusqu'à invalidation, je crois. Cette configuration tout à fait exceptionnelle sur le Dow Jones. Donc le Dow Jones, encore une fois, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je parle de cette configuration, tout simplement en janvier, le RSI mensuel nous a donné un pré-signal baissier, comme celui donné en 2007, lors du sommet en 2007. Jusqu'ici, nous n'avons eu aucune impulsion haussière. Vous voyez donc les rebonds sont quand même limités. Enfin, je veux dire les progressions vers de niveaux plus hauts sont limitées. Nous sommes en données mensuelles ici et vous voyez que on reste sous cette résistance. Au début du mois, j'étais un peu indécis parce que on montait pas mal. Encore lundi dernier, je me suis dit mince, les indices boursiers entament des breakouts. Mais en fait, vous avez vu que ces breakouts étaient des fausses cassures. Et donc en fait je maintiens justement cette configuration et je vous dis que là sérieusement sous les plus hauts, sous la résistance donc du S&P 500 et sous la résistance du Dow Jones, donc vous prenez la résistance qu'on a établie la semaine dernière, ça donne plus envie de vendre selon cette configuration que d'acheter. On va voir, parce que ce qui est le plus important ici, alors qu'il y a un débat sur les marchés, et ça il faut faire comprendre, il y a un débat aujourd'hui, est-ce que nous sommes dans une bulle, est-ce que les marchés boursiers vont s'effondrer, est-ce que tout simplement nous sommes sur un point haut du marché, ou est-ce que l'on va aller plus haut. Alors ce débat en fait, j'y participe pas trop parce que j'aime pas forcément débattre avec je sais là où on est sur les marchés. Moi j'ai mes propres convictions, j'ai mes propres sentiments, j'affine justement ces analyses au fur et à mesure selon ce que fait le marché. Je ne suis pas forcément coincé ou je ne suis pas forcément acharné sur un scénario. Je peux parler d'une invalidation, mais là en fait par contre je pense que là on pourrait effectivement faire un point haut du marché, techniquement parlant, et je pense que bientôt on aura bientôt, et ça c'est la raison pour laquelle il est énormément difficile de prévoir ce qui va se passer sur le moyen et long terme. Rappelez-vous que la volatilité sur les marchés tombe vraiment à un plus bas de long terme. Je parle pas du VIX, je parle de la volatilité réelle sur les marchés. Et en fait, je me dis que à un moment donné, nous aurons la hausse de la volatilité, l'augmentation de la volatilité. Et forcément, quand on parle d'une augmentation de la volatilité sur le marché, on parle quand même d'une baisse sur les marchés boursiers. La plupart du temps, ça représente donc la baisse. Donc, je parle de la volatilité réelle, mais vous pouvez donc constater cela sur le VIX par exemple, avec donc notre application Yahoo Finance Chart View. On peut regarder le VIX. Donc, rapidement, voilà. Donc, la volatilité ici depuis 2011, elle est vraiment limitée, basse. Et je me dis que ce n'est qu'une question de temps avant de voir éventuellement un événement qui n'est pas pricé sur le marché et par la suite une augmentation de la volatilité. Donc ici on parle quand même d'une zone d'incertitude sur les marchés boursiers américains avec des doji, donc un doji hebdomadaire sur la S&P 500 la semaine dernière. Ce qui m'intéresse ici, c'est pas forcément la direction du marché, mais le ratio, le rapport risque-rendement. Et je vous dis que au niveau actuel, sous les résistances que moi je vois sur le Dow Jones et le S&P 500, vous avez beaucoup plus, je pense, de gains à réaliser que de pertes. C'est-à-dire que vous placez, par exemple, vous shortez le S&P 500 sur le moyen terme avec un stop au-dessus des 1900 aujourd'hui, ou peut-être lors d'un rebond de court terme cette semaine. Et je pense que forcément en fait vous visez, vous aurez un ratio risque-rendement, parce que si on part d'un point haut, c'est pas pour viser quelques points, c'est pas pour viser une baisse de 3%, c'est vraiment pour par exemple vous vendez stop 1905 points et ensuite vous visez
Par exemple, 1740, c'est un range, et donc par exemple, vous visez le bas du range. Là, c'est quand même du rendement que vous cherchez à la baisse, avec quand même un stop bien placé au-dessus des 1900 points. C'est pas forcément la stratégie à moi, enfin, c'est plus ou moins la stratégie à moi, c'est juste, je ne shorterai pas forcément au prix actuel, j'attendrai peut-être un petit rebond, mais bon, voilà. C'est juste pour vous dire, je pense que vous avez beaucoup plus de rendement à la baisse sur les marchés boursiers américains en ce moment qu'à la hausse. Et si l'on devait casser les résistances, eh bien par la suite on va avoir un signal de trading. Mais la leçon de la semaine dernière, et ça c'est très important parce que même moi lundi dernier, je me suis dit ah ouais, donc les indices boursiers cassent les résistances, on va aller plus haut finalement. Et en fait, la leçon là, c'est que avec de telles cassures aujourd'hui, il faut toujours confirmer ces cassures, ces breakouts avec la clôture hebdomadaire. C'était le cas donc à la fin de mars, étoile filante ici, et c'était le cas encore la semaine dernière. Donc voilà pour les marchés boursiers, pour le FRA 40, en comprenant ce qu'on fait sur les marchés US, vous comprenez que le marteau sur le FRA 40 ici, je m'en fiche un petit peu. C'est pas ce que je m'en fiche, mais je pense que ce n'est pas forcément un pré-signal haussier, sachant que nous sommes plus sous résistance que sur support. Je pense qu'en fait ceux qui... Alors j'ai peut-être toujours un ton un peu défensif pour les fixes, mais je vais bien rire, je pense, quand on va échouer sur ces résistances et partir à la baisse. Parce que justement, ceux qui achètent encore au-dessus des 4400 points, ils vont avoir l'air un peu bêtes, sachant que là, on n'arrive pas à dépasser réellement les 4500 points. Donc moi, je reste vendeur. J'ai vendu le FRA 40 jeudi dernier devant vous en live à 4496 points. J'ai allégé la position de vente la semaine, vendredi soir, en voyant quand même que ça tenait. Et j'ai fait pareil sur le Lucas 100, qui heureusement repart à la baisse. Heureusement, parce que j'avais pas du tout envie de me faire stopper au prix, au zéro, au prix d'entrée, pour ensuite devoir reprendre. Mais le Lucas 100, lui, le FTSE 100 repart à la baisse. Une cassure, je pense aujourd'hui ou demain, sous les 6820 points, surtout les 6800 points surtout, va confirmer justement un point haut de moyen terme, peut-être long terme, du FTSE 100. Donc je vous ai fait vendre en fait le FRA 40 hier, jeudi, en voyant encore une fois en temps réel la faiblesse du DAX ici. C'était là. Le DAX officiellement, en fait, on voit que c'est là où justement je me dis peut-être il y a un support sur le DAX à 9590 points, 80 points plutôt. 9580 points, c'est peut-être un support en pullback sur cette ligne de tendance ici. C'est vrai que quand on a fait ce breakout, je me suis dit il y a quand même du potentiel à la hausse maintenant. Je reste un peu sceptique maintenant. Aujourd'hui, j'affine justement l'analyse avec l'analyse du Wall Street, des indices boursiers, parce que si ces indices restent faibles sur la résistance, le DAX, lui, il a échoué sous ses plus hauts annuels historiques, et bien, techniquement parlant, si les indices US devaient baisser déjà davantage, le GA30 devrait à mon sens revenir sous cette ligne de tendance, donc sous les 9580 points, pour ensuite corriger à la baisse. Auquel cas je retire cette ligne de tendance et auquel cas je garderai tout simplement le range standard entre les 9000 points plus ou moins et les 9770 points. Auquel cas je viserai donc le bas du canal haussier de long terme qui se situe au cours actuel, aujourd'hui, qui se situe vers les 9210 points. Et donc voilà. Donc le DAX, en fait, c'est le seul indice qui, techniquement parlant, me donne un petit peu envie peut-être de tenter un achat au-dessus des 9580 points. Mais on verra. Nous sommes dans des zones d'incertitude. La sortie de ces zones ou bien l'analyse dynamique des chandeliers journaliers ou des chandeliers horaires également va vous aider justement à mieux établir un biais directionnel. Donc
je vous dis que là tout de suite je vois un support, mais j'aimerais voir réellement l'évolution du marché. Donc c'est vraiment une analyse statistique, statique plutôt, statique, que je vous fais ce matin sur les indices boursiers. Ce qui importe là, c'est de constater ce qu'on va faire aujourd'hui et de sentir un petit peu le sentiment du marché. Et j'ai pas forcément d'idée sur le sentiment du marché à part de constater qu'il est neutre, il est indécis. Donc les opérateurs sont indécis et c'est là où justement j'aimerais voir une réaction sympathique, par exemple résistance sur la moyenne mobile à 20 jours sur le FRA 40 ici à 4470 points pour établir un billet directionnel à la baisse. Mais voilà, je suis un petit peu incertain encore sur les indices boursiers. Je reste toutefois vendeur du FRA 40 et du Lucas 100 avec mes stops abaissés au prix d'entrée sur les deux, pour ensuite jouer la correction baissière qui pourrait avoir lieu si les indices boursiers cassent leur support, si Wall Street reste sous résistance cette semaine. Et voilà. Je termine avec les métaux et puis on va voir pour les questions. Les métaux sont neutres, comme vous le savez. J'essaie d'acheter les métaux globalement. L'or repart à la hausse, donc ça c'est pas mal. Il a tenu donc les 1290 points. J'ai commencé à m'inquiéter justement sur les métaux la semaine dernière parce que vu que l'or il est dans un triangle, il a échoué donc sous le haut du triangle, je me suis dit que peut-être il était parti pour aller chercher le bas du triangle. Alors là en fait si l'on doit tenir les 1290 points avec une correction baissière des indices boursiers en plus, je vous rappelle la raison pour laquelle je maintiens toujours depuis maintenant, ça fait 4-5 mois, une stratégie vente d'indices, achat métaux précieux. Donc sur l'année globalement c'est une stratégie gagnante, mais il y a un espèce de pullback donc ces derniers mois depuis le mois de mars. Alors là c'est un pullback mais pas une invalidation. Donc en fait si les indices boursiers devaient rester sous résistance, devaient même corriger, et si l'or devait être de nouveau acheté, là on pourrait vraiment avoir quelque chose pas mal. Sachez juste que là, je tergiverse un peu, j'hésite. C'est-à-dire qu'un jour, je vous dis, voilà, alors il est joli là, il rebondit, donc peut-être on va casser la résistance. Et en fait, par la suite, on échoue sur la résistance et je vais vous dire, ah là, on risque finalement de revenir sur le bas du triangle. C'est un triangle, et ce qui importe ici, alors que c'est l'indécision, la neutralité complète, c'est la sortie. Donc je ne vous fais aucun commentaire dessus. Vous avez la configuration technique. Vous avez, j'espère, lu mes dernières analyses sur l'or. Et donc je pense que je vais quand même maintenir mon billet haussier en partant du principe que déjà, je me suis engagé dans une stratégie d'achat sur le site Les Échos Bourses. Donc déjà, je ne vais pas forcément vous dire, voilà, on n'achète plus et puis derrière ça repart à la hausse. Mais également, c'est vraiment mon analyse réfléchie. Donc j'ai pris le temps de réfléchir par rapport au marché. Et donc je vous ai fait il y a quelques semaines une analyse complète sur les marchés boursiers. Sur l'or et le Dow Jones. Je vous passe le lien vers cet article pour vous faire comprendre pourquoi je pense que les métaux, quand même, s'ils arrivent à tenir leur support, vont repartir à la hausse. C'est juste là, c'est l'hésitation complète. Donc le procès verbal du FOMC mercredi soir va jouer sur ces marchés. C'était l'argent qui m'a inquiété le plus la semaine dernière, mais il tient également. Donc je reste quand même acheteur de l'argent et je croise les doigts. Et je vais voir par la suite ce qui se passe. J'ai allégé justement ma position acheteuse parce que ça reste faible, le marché reste faible. Je ne serai absolument pas acheteur au cours actuel parce que la tendance elle est baissière et on peut revenir à 19, donc voilà. Mais je me dis bien que l'argent pourrait, j'espère, amorcer la hausse que j'escompte. C'est vraiment en fait un pari. Et ça en fait c'est la raison pour laquelle
Quand on constate l'évolution chaque jour du marché, on voit que le marché il n'arrive pas à casser des résistances. On commence à douter justement de nos propres analyses, douter de nos convictions sur le marché. Mais en fait, force est de constater que nous n'avons eu aucune invalidation jusqu'ici. Donc, quitte à être invalidé, je maintiens justement ma stratégie d'achat sur les métaux précieux. Ce qui est le plus important sur l'argent, c'est la suite. C'est soit on rallie et on fait un triple bottom sur un support de taille. Alors je vous fais en fait une analyse rapide donc de l'argent. Rapide. Graphique vierge, tout simplement. Voici la situation actuelle. Et vous avez eu un webinaire sur justement une stratégie long terme sur l'argent. Vous prenez donc les plus hauts historiques sur l'argent, proche des 50 je crois. Alors, ça c'est donc l'argent. Est-ce que je suis... Alors voilà, ça c'est le plus haut. J'allais dire, c'est pas forcément 50 là. Voilà, donc les plus hauts historiques sur l'argent, vous prenez une droite de tendance, vous tracez donc cette droite, c'est plus ou moins là où on a échoué, donc il y a quelques mois en mars, sous les 22,90 points, dollars plutôt. Et donc nous avons une ligne de tendance ici. Vous constatez que là, sur le moyen et long terme déjà... Ensuite, on va tracer des supports résistances de taille. Vous avez un support sur l'argent, tout le monde le sait, vers les 18,50, quelque part par là. Vous avez une résistance maintenant à 25 également. Donc on peut parler d'un espèce de range. Ça veut dire que sur le bas du range, on peut peut-être envisager un rebond pour aller chercher le haut du range. Vous avez également une résistance sur le moyen long, enfin sur le long terme à 26, 20, 30. C'était justement un support de taille en 2011 et 2012. Et donc en fait voici les niveaux techniques clés. Également une résistance des un pivot de moyen terme à 20,50. Donc voilà, niveau technique clé à 18,50, 60. À 20,50 c'est un pivot. Et plus haut à 25, 26. C'est-à-dire que dans les semaines, les mois à venir, si l'on devait, et ce sera pour bientôt je crois, si l'on devait casser à la hausse les 20,50, donc déjà les 20,50 c'est le pivot qu'on étudie depuis longtemps. Chaque fois qu'on a cassé à la hausse cette résistance, enfin maintenant c'est une résistance, des fois c'est un support, et bien on a quand même une appréciation qui est pas mal, qui nous donne justement une stratégie d'achat sur breakout. Alors l'été dernier en 2013 on a pris donc 18%, 20% très vite. En mars ou en février on a essayé de jouer le même scénario. Finalement en fait on n'a pas dépassé les 22 dollars finalement, et c'est là où justement on est retombé vers le support. Maintenant on tient le support. Vous constatez qu'avec cette ligne de tendance il y a très peu de marge, hein. C'est à dire que soit on échoue de nouveau sur cette résistance qui s'établit on va dire à 20 dollars, ou bien on tient on tient le support ici, on fait un triple bottom, il s'agit d'un range et on casse cette résistance, on dépasse les 20,50 et on explose sur l'argent pour aller chercher les 25. Donc on parle vraiment des perspectives de moyen long terme, c'est difficile justement de savoir ce que va faire le marché, mais je me dis qu'on est plus en zone d'achat que zone de vente. Vous pouvez également tracer une ligne de tendance également ici, donc c'est pour renforcer justement la taille de cette ligne de tendance, cette résistance. Voilà. Bref, le marché est indécis, le marché tient support, le marché peut rebondir, et s'il rebondit, on pourrait avoir par la suite vraiment des signaux de trading qui seront pas mal. La seule chose par contre à ce moment là, si on devait avoir une appréciation de l'argent, il faudra faire gaffe, il faudra faire attention avec cette nouvelle ligne de tendance que je trace là tout de suite ici, qui s'établit vers les on va dire 23. Donc voilà, il y a toujours des résistances que je vois, mais il y a des supports aussi. Donc en l'occurrence je vais maintenir quand même mon scénario de hausse. J'espère voir des cassures. Je regarde le platine également pour justement voir si l'on arrive déjà à donner le premier signal majeur sur les métaux précieux, excusez-moi, les métaux précieux. Le platine, lui, je ne vous fais pas de stratégie de trading, mais regardez en fait ce qu'on fait.
on est donc sous cette résistance majeure à 1485 $. On a dépassé cette ligne de tendance qui était une résistance la semaine dernière. Et si l'on devait maintenant dépasser donc les 1485 $, techniquement parlant, on peut donc revenir sous les plus hauts d'août dernier. Vous constatez donc que ce métal, lui, il tient pas mal. Et il pourrait y avoir, techniquement parlant, un signal d'achat s'il casse à la hausse cette semaine les 1485 $. Donc voilà, les métaux précieux pourraient faire quelque chose pas mal. J'espère voir un breakout haussier sur l'or. Mais voilà, neutralité complète. Est-ce qu'il y a une corrélation, donc visiteur, bonjour, est-ce qu'il y a une corrélation entre l'or et l'argent? Oui, bien sûr. La corrélation s'élève à quasiment 99%, donc ça veut dire que l'or il prend 1% et l'argent va prendre, je sais pas combien, normalement c'est 1,5, 2% même, parce qu'il est plus bas quoi. Mais oui, il y a une corrélation très forte entre ces deux métaux, parce que ces deux métaux sont cotés en dollars et ces deux métaux en fait ont les mêmes fondamentaux de marché, quasiment. Voilà, donc visiteur, il va retenir justement ce que je l'ai dit, que nous sommes dans une période d'incertitude, que ce soit sur le marché boursier, que ce soit sur les métaux précieux, également un petit peu sur, par exemple, l'euro-dollar. Il faut attendre un petit peu pour voir l'évolution. Alors, il faut surtout en fait ne pas rester enfermé dans un scénario alors que c'est la neutralité. Donc, ça veut dire que vous pouvez par exemple tenter des ventes sur résistance l'euro-dollar si tel est votre scénario, mais si l'on casse à la hausse les 37,30 par exemple, attention, parce que je pense qu'à ce moment-là, on risquera d'avoir de plus en plus de vendeurs sur le marché et d'avoir donc de plus en plus de gains sur l'euro-dollar, par exemple. Alors, Laurent, bonjour. Donc, sur mon graphique mensuel de Dow Jones, on peut voir une divergence baissière de très long terme. Est-elle active? Que faudrait-il pour qu'elle soit active? Peut-être ce n'est pas à considérer car trop long terme. Merci. Alors, bonne remarque, c'est une divergence baissière. J'en parle pas. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que je la vois également. Alors, qu'est-ce que c'est une divergence? Alors, ce n'est pas en fait ici que je vois la divergence baissière. Donc, j'enlève justement cette ligne de tendance qui est une résistance sur le RSI. C'est plutôt en fait quand on constate le marché. Donc, le marché, lui, il fait de nouveau plus haut, encore une fois, en cours de clôture mensuelle. À peine, hein, à peine. Ça, c'est les raisons pour lesquelles je ne parle pas d'une divergence baissière. Vous voyez, en fait, nous n'avons officiellement pas vraiment fait de nouveaux plus hauts en cours de clôture. Donc, en l'occurrence, c'est un petit peu difficile de parler d'une divergence baissière. Donc, je parle plutôt d'une cassure du RSI. Donc, divergence baissière, je ne suis pas tout à fait sûr et certain, mais dans tous les cas, on a déjà, sachez qu'on a déjà cassé le support du RSI, cette ligne de tendance haussière. Et donc, si l'on devait avoir une baisse, et donc pour vous, si vous pensez que c'était une divergence baissière, moi je pense que ce n'est pas une divergence baissière. Ça ne veut pas dire que je ne pense pas qu'on montera. Hein. Je pense tout simplement que si le RSI devait baisser en dessous des 63, donc le support actuel sur le RSI, là on pourrait avoir vraiment un marché faible. Et donc une inversion de la tendance sur le Dow Jones. Donc ce n'est pas une divergence baissière parce que officiellement, en cours de clôture mensuelle, nous n'avons pas cassé, enfin nous n'avons pas fait de nouveaux plus hauts. Hein. Et ça c'est très important. Quel avis sur les paires yen? Eh bien baissier. Que ce soit sur l'euro-yen, l'euro-yen. Alors l'euro-yen, en fait, je commence avec l'euro-yen parce que lui, regardez, vous avez eu un signal de vente, donc le 8 mai avec la baissière et depuis ça baisse. Je vous avais donné un objectif à 138,80, donc c'était là où on avait fait des mèches en février. Nous sommes dessus. Et donc en fait l'euro-dollar lui il est sur ses plus bas de février, enfin il a touché ses plus bas de février et avril, et l'euro-yen c'est la même chose. Donc en fait je pense que on peut rebondir sur l'euro-yen par exemple sur le court terme, mais je pense qu'il faudra vendre ces rebonds sur les paires yen. Je pense que par exemple l'euro-yen vous avez une résistance à 139, alors 140 officiellement, 140 et également vers les 141.
moyenne mobile à 20 jours. Donc, excuse-moi, moyenne mobile à 120 jours. Donc, résistance 140, 141, ce sont des niveaux de vente. Et donc, je serai plus vendeur sur le moyen terme sur cette paire de devises. Mais on est sur un support, donc sachez qu'on peut rebondir sur le court terme. Le yen, même chose. Pour moi, nous avons eu une cassure donc de à la fois d'une ligne de tendance baissière, haussière plutôt, haussière, cassure baissière, donc c'est cette ligne de tendance, sortie par le bas de notre triangle. Donc même configuration que celle sur l'euro-yen en l'occurrence. Et je pense que sous les 101,50, on peut partir à la baisse. D'abord pour aller chercher les 180, le creux de février. Et par la suite, si les indices boursiers devaient corriger, comme je pense possible, c'est parti pour la chute des paires yens. Encore une fois, je vous rappelle des configurations de long terme, donc celle sur l'USD yen, vague d'Elliott 1, 2, 3, 4, 5. On a achevé donc la 5 à la fin de décembre. C'était là où justement j'avais pas du tout envie de shorter le rallye de l'USD yen à l'époque, mais j'avais justement identifié la résistance avec ces niveaux de Fibonacci sur l'USD yen. Donc là en l'occurrence c'était un niveau clé sur l'USD yen. On n'arrive pas à faire de nouveau plus haut. On est sorti par le bas d'un triangle, on a cassé des supports sur d'autres paires yens. Tout simplement, je pense que le yen risque de s'effondrer. Donc, privilégiez plutôt les ventes. Tout simplement, sous les 101,50, si l'on devait remonter au-dessus des 101,50, c'est pas forcément pour invalider justement les prévisions de marché, parce que encore une fois, nous avons officiellement un support également à 101,30. Donc on peut vendre techniquement parlant sous les 101,50, 60, mais doucement, parce que également on peut rebondir pour aller chercher les résistances, auquel cas moi je serais plus vendeur de toute façon sur le moyen terme sous les 102,70 par exemple. Donc je privilégie les ventes, mais au cours actuel, sachez qu'il y a quand même un support. Il faudra vendre avec des pincettes, et puis si tout va bien, vous entrez donc une première position par exemple. Si tout va bien, on casse à la baisse les 130 par exemple, ou 20. On va revenir sur les 180. Par la suite, vous renforcez sous les 180 par exemple. Voilà, donc pour les paires yens, vous comprenez donc mon avis sur l'euro yen, le yen. Oracle, est-ce que je peux expliquer comment les futurs CFD, alors comment les CFD se calculent avant l'ouverture de Wall Street? C'est sur les futurs. Les cours des CFD, donc le FRA 40, l'ES 30, ce sont des futurs. Donc le sous-jacent, c'est un contrat futur. Et donc nous, on a chez FXM par exemple les prix des futurs, et on réplique justement ces contrats futurs avec les CFD. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Alors Aurélien, donc je vois un commentaire par rapport à une épaule tête épaule 12 au 19 mai, et puis vous me dites, ah ok d'accord, donc j'en ai parlé déjà, voilà, sur l'euro-dollar a priori c'était plutôt ça. Alors bonjour, donc vous avez manqué le début de mon intervention. Euh, Vous avez un problème avec la plateforme TS2 sur les indices en 5 minutes. Alors Jus et les autres qui, parce que visiblement vous n'êtes pas la seule personne à avoir un problème, eh bien vous appelez tout simplement un conseiller chez FXM. Je vous cherche justement le numéro de téléphone. Moi je travaille pour FXM, et sachez que moi je suis un analyste. Donc pour les problèmes, des soucis avec la plateforme, j'en sais rien, parce que c'est pas mon expertise on va dire. Donc je vous passe justement les coordonnées de FXM ici à Paris. Vous appelez un conseiller. A priori, ce qu'il faut faire déjà avant d'appeler, c'est de désinstaller la plateforme et ensuite la télécharger de nouveau. Donc essayez cela et ensuite appeler. Et si vous avez des problèmes, parce que il y avait quelqu'un d'autre ce matin via le chat qui m'a dit la même chose.
vous voyez avec un conseiller qui peut vous aider en temps réel, par téléphone. Il peut même, en fait, il y a un logiciel qui vous permet justement de partager votre écran pour qu'on puisse voir quel est le problème avec la plateforme. Et ensuite, le problème sera réglé beaucoup plus vite que, par exemple, d'avoir une discussion en live durant mon webinaire et je ne sais pas réellement quel est le problème. Donc voilà, pour cela. Alors Shadak donc qui me dit si les paires yen cassent à la baisse, alors breakout triangle sur l'or et résistance argent et cassure des 16 400 sur le Dow Jones. Sur le Dow Jones je suis d'accord, sachant que le yen par exemple il est très corrélé au Dow Jones. Enfin, il y a une bonne corrélation entre ces deux marchés, également avec les taux à 10 ans aux États-Unis. Donc, une baisse des taux à 10 ans équivaut à une baisse des indices boursiers et équivaut à une baisse de le yen également, du fait des corrélations. Ça s'appelle tout simplement de l'aversion au risque, mais je ne sais pas forcément sur l'or. Je ne sais pas forcément sur l'or. J'ai envie de dire que oui, mais je ne suis pas forcément sûr et certain de cela. Alors François, donc qui a également des problèmes avec ses graphiques, vous appelez un conseiller chez FXM, encore une fois. Donc tous ceux qui ont des problèmes avec des bougies 5 minutes, 1 minute, vous appelez un conseiller chez FXM et puis vous pouvez voir avec eux. A priori, il faut désinstaller la plateforme et ensuite la télécharger de nouveau. Est-ce que je peux dire pourquoi l'ITA 40, donc le FTSE MIB, chute? J'ai pas regardé ce marché. La semaine. Alors, waouh. Ça peut être justement à cause de des détachements de dividendes, mais j'en suis pas sûr et certain. La semaine dernière, en fait, il y avait quand même des détachements de dividendes. Vous avez vu le rollover, par exemple, sur l'ITA 40, c'était à 30 euros sur la plateforme de FXM. Eh bien, ça peut être justement cela, mais moi, j'ai envie de dire qu'il y a un mouvement déjà amorcé sur l'ITA 40. On a cassé à la baisse la moyenne de à 50 jours. Donc, en fait, c'est la suite du spectacle. Nous sommes en train justement de casser à la baisse la bande basse du canal haussier de moyen et long terme, dans lequel on a pris quand même, je dirais, quelque chose comme 40%. Et donc, inversion de la tendance en cours sur l'ITA 40. Pas encore le cas sur le l'IBEX 105, mais du fait des corrélations entre ces deux indices, on a désormais un risque baissier si l'on devait casser à la baisse les 10 300 points cette semaine sur l'ITA 40. Les autres indices restent donc faibles. Le FRA 40, lui, sous la moyenne de à 20 jours, tout simplement, je pense que nous sommes en train d'avoir quand même des tensions sur le marché. Hein. Bon, avec ce... J'ai parlé des marchés, je vous ai détaillé donc mes attentes sur l'euro-dollar, sur les marchés, enfin sur les indices boursiers. Vous comprenez donc mon sentiment sur le marché actuellement. C'est plus ou moins le même que celui de la semaine dernière. C'est juste en fait j'ai changé un petit peu sur l'euro-dollar vu que nous avons tenu un support. Et par contre, rappelez-vous que l'euro-dollar lui il tient un support, mais également il y a des résistances. Donc on va voir comment on évolue en fonction des statistiques à venir. Et il n'y en a pas aujourd'hui, donc ce ne sera pas forcément la séance la plus évidente à trader aujourd'hui. Bon, je vous souhaite une très bonne journée. Il fait beau sur Paris, j'espère qu'il fait beau ailleurs. N'oubliez pas de placer des stocks de protection quand vous entrez sur le marché. N'oubliez pas de gérer votre risque. Et demain matin, donc on se retrouve à 9h15 comme d'habitude pour la prochaine émission Good Morning CAC 40 et on va faire le bilan sur les marchés boursiers, sur l'euro-dollar et sur les métaux précieux.